Eh bien, bonjour à tous. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, nous sommes très heureux d'accueillir le professeur Bruno Giraudot du laboratoire de biophysique et bioinformatique à la faculté de pharmacie de Tours. Bruno est dans l'unité INSERM 1246 UMRU, intitulée SPHERE, c'est-à-dire Methods in Patient-Centered Outcome and Health Research. Et Bruno est un spécialiste des biostatistiques et il va nous parler aujourd'hui d'un sujet que nous connaissons certainement, en tout cas pour beaucoup d'entre nous, assez mal, qui est l'évaluation d'une intervention lorsque la randomisation de participants ne suffit pas, les essais randomisés en cluster. Eh bien, Bruno, nous sommes très heureux de t'accueillir et nous te laissons la parole. Merci beaucoup, Étienne, et bonjour à tous, et merci au GRISOF donc, de me donner l'opportunité de parler de ce schéma expérimental que sont les essais randomisés en cluster. Donc, pour débuter, on est dans le cadre où on souhaite évaluer une intervention, et quand on veut évaluer une intervention, vous connaissez tous cette pyramide qui définit les niveaux de preuve avec les différentes études cliniques que l'on peut réaliser. Les essais contrôlés randomisés ont une bonne place dans cette pyramide parce que ce sont des études expérimentales et donc avec un haut niveau de preuve. Et parmi les essais contrôlés randomisés, eh bien, il existe un schéma un peu particulier qu'on appelle les essais randomisés en cluster. Alors en français, vous verrez parfois des gens parler d'essais randomisés en grappe, mais il faut reconnaître que même en français, on parle classiquement d'essais randomisés en cluster. Pour commencer, c'est quoi un essai randomisé? C'est à peu près la seule chose qui soit simple dans ce schéma expérimental, la définition. Eh bien, un essai randomisé en cluster, je reprends ici la définition d'Alan Donner, qui a été le père des essais randomisés en cluster sur cette planète. C'est un essai dans lequel on randomise non pas des individus, mais des groupes d'individus qu'on appelle des unités sociales. Donc, quand on a dit ça, on a tout dit, on a donné la définition, et c'est très facile de différencier un essai randomisé en cluster d'un essai à randomisation individuelle. C'est quelle est l'unité de randomisation? Est-ce qu'on randomise des individus ou bien est-ce que l'on randomise des unités sociales? Alors, quand on parle d'unité sociale, on peut parler de choses assez différentes. J'ai repris ce tableau de l'article de Evers, qui était une revue de 300 essais randomisés en cluster. On a deux grandes familles de clusters. Des unités qui correspondent à des unités de soins. Typiquement, on peut randomiser des cabinets de médecine générale, on peut randomiser des professionnels de santé, que ce soit des médecins ou des kinés, on peut randomiser des hôpitaux, des services hospitaliers, des EHPAD, etc. Donc, vous voyez que ça représente 56% des essais dans cet échantillon. Et puis, on a également beaucoup d'essais randomisés en cluster qui ont lieu dans des contextes qui ne sont pas des contextes de soins, mais qui sont des contextes où on s'intéresse plus à des questions de santé publique de type prévention. Donc, on a beaucoup d'essais où on a randomisé des écoles ou des salles de classe, des zones géographiques, où là, ça peut être du soin aussi, mais il y a beaucoup d'essais en cluster qui ont été réalisés, notamment en Afrique subsaharienne, sur des problématiques de transmission HIV et sur des problématiques de malaria. On peut randomiser aussi des entreprises, et puis il y a des essais avec des unités de randomisation un peu plus exotiques, si je puis dire, des équipes de sport, donc des clubs sportifs, des institutions religieuses. Il y a même eu un essai où on a randomisé des maisons closes thaïlandaises. Donc, vous voyez qu'on peut randomiser des choses très différentes les unes des autres. Alors, je suis désolé, ce graphique, l'axe des abscisses n'est pas dans le bon sens, mais je l'ai directement récupéré sur PubMed et je dois avouer que je n'ai pas pris le temps de le refaire, mais simplement pour vous montrer que dès lors qu'on s'intéresse aux essais randomisés en cluster, on voit qu'il y a une croissance exponentielle du nombre de publications et du nombre d'essais randomisés en cluster. Et la raison tient probablement, à mon sens, à ce qu'on évalue aujourd'hui des choses qu'il y a 30 ans, on n'évaluait pas forcément.
voilà, des choses autour des organisations de soins, des interventions de prévention, etc. Alors, on va en reparler, mais quand même, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que quand on fait un essai randomisé en cluster, il y a beaucoup de contraintes. La première d'entre elles, c'est que forcément, il faudra plus de monde, il faudra inclure davantage de participants que lorsque l'on fait la randomisation individuelle. Donc, effectif plus important, ça va coûter plus cher. L'analyse statistique est plus complexe, mais on sait faire. Il y a des risques de biais et il y a des problèmes éthiques, des gestions des consentements qui se posent. Donc, on a toutes ces contraintes supplémentaires par rapport à un essai à randomisation individuelle, ce qui veut dire que quand on fait un essai randomisé en cluster, il faut avoir une bonne raison de le faire. Et pour paraphraser ce que disait Alan Donner, alors c'était le père des essais randomisés en cluster, et un jour il m'a dit c'est quand même pas un argument marketing extraordinaire, mais en gros, chaque fois qu'on peut éviter de faire de la randomisation en cluster, il faut éviter. Alors, une fois qu'on a ça à l'esprit, on peut se dire, mais dans quelle situation est-ce qu'on fait un essai randomisé en cluster? Et je voudrais commencer par ça, pour que vous compreniez bien pourquoi est-ce on n'a parfois pas d'autre choix que de faire de la randomisation en cluster. L'idée générale, chaque fois qu'on fait un essai randomisé en cluster, c'est qu'on veut éviter la contamination au sens méthodologique du terme entre les groupes. La contamination pour moi, c'est quand des participants du groupe contrôle reçoivent au moins en partie l'intervention que l'on veut étudier. Et si vous avez cette contamination entre les groupes, eh bien, vous n'allez pas estimer correctement l'effet intervention et vous n'allez pas conclure correctement, voire vous n'allez rien voir du tout. Donc, chaque fois qu'on va faire de la randomisation en cluster, l'objectif, il est d'éviter une contamination. Alors, il y a de nombreuses situations où on est confronté à ça. La plus fréquente, c'est lorsqu'on s'intéresse à une intervention qui s'applique non pas au niveau de l'individu, mais qui s'applique au niveau du cluster. Typiquement, chaque fois qu'on veut évaluer l'implémentation de recommandations, chaque fois qu'on veut évaluer la formation de cliniciens, eh bien, on est obligé de faire de la randomisation en cluster. La raison, elle est simple, c'est que si vous formez un praticien, si vous formez une équipe médicale à des recommandations, vous ne pouvez pas ensuite leur demander un coup d'appliquer les recommandations et pour le patient suivant de ne plus appliquer les recommandations. Il faudrait avoir des gens qui soient assez schizophrènes pour être capables de faire ça et ça ne marche pas. Donc, consciemment ou inconsciemment, quand on a été formé, eh bien, on applique ces recommandations. Donc, vous ne pouvez pas demander aux gens de prendre en charge des patients avec et sans les recommandations. Donc, vous ne pouvez plus faire de la randomisation individuelle. L'exemple que j'ai mis, en fait, ça correspond au tout premier essai en cluster sur lequel j'ai eu l'occasion de travailler. Donc, c'est un essai à Ottawa, des cliniciens avaient développé des règles diagnostiques pour identifier les problèmes de traumatisme de la cheville chez des sujets qui consultaient aux urgences. Et en fait, indépendamment de ces règles diagnostiques, on faisait une radio à 99,99% des sujets. Ces règles diagnostiques, que je ne suis pas capable de vous expliquer parce que je ne suis pas clinicien, en gros, l'idée était de faire un examen clinique bien comme il faut, plus un interrogatoire. Et lorsqu'il y avait a priori vraiment pas de suspicion de traumatisme, on pouvait éviter de faire une radiographie. Eh bien, dans cet essai, qu'est-ce qu'on a fait? On a randomisé des services d'urgence français parce qu'il n'était pas envisageable de former les urgentistes et puis de leur demander un coup d'appliquer les règles diagnostiques et la fois d'après de faire comme ils faisaient avant d'avoir été formés. Et donc, c'est un essai qui a montré qu'on pouvait réduire de 20 points la proportion de patients radiographiés. Donc, vous voyez, l'intervention, certes, ce sont les patients qui en bénéficient, mais elle s'applique au niveau au-dessus, c'est-à-dire au niveau du cluster, en l'occurrence, du praticien qui prend en charge le patient.
Deuxième exemple, où là aussi l'intervention s'applique au niveau du cluster, c'est quand on a des programmes d'éducation massive. L'étude Printemps, c'est une étude française où l'équipe qui a porté cette étude avait développé une application qui s'appelle Stop Blues, dont l'idée était pour des gens qui sont en souffrance psychologique, de se connecter, de répondre à quelques questions, de voir un peu ce qu'il en était, de faire un premier bilan et en fonction de ce que les gens répondaient, les inviter vraiment à consulter un médecin pour être pris en charge. Et donc, l'étude Printemps, elle visait à promouvoir l'utilisation de cette application. Il y avait des opérations publicitaires, des affiches qui étaient dans les abribus, il pouvait y avoir des messages qui diffusaient sur des panneaux lumineux, etc. Donc, ce sont des zones géographiques qui ont été randomisées et dans les zones qui étaient allouées au groupe expérimental, eh bien, on mettait en place l'opération de communication pour promouvoir l'usage de cette application Stop Blues. Donc, vous voyez bien que dans ce genre de situation, on ne peut pas faire de la randomisation individuelle, puisque quand vous habitez dans une zone qui a été allouée au groupe expérimental, eh bien, vous êtes automatiquement exposé à l'intervention. Enfin, il n'y a pas de randomisation individuelle qui tienne. Et si je prends l'exemple de la ville de Tours, qui participait à cette étude, qui a été allouée au groupe expérimental, eh bien, moi, un jour où j'allais faire cours à la fac de pharmacie, j'ai vu dans l'abribus une grande affiche pour Stop Blues et je me suis dit, eh bien voilà, je suis exposé à l'intervention de l'étude Printemps. Autre situation où on va recourir à la randomisation en cluster, c'est lorsqu'on s'intéresse à des maladies contagieuses et on cherche à capter l'effet direct et l'effet indirect de l'intervention. L'effet indirect, c'est quoi? C'est typiquement, les gens qui sont contre la vaccination disent qu'il n'y a plus besoin puisque la maladie n'existe plus. C'est le cas, on voit ça en France pour certains vaccins contre lesquels on a été vacciné depuis des générations. Ils disent la maladie n'existe plus, on n'a plus besoin de se faire vacciner. Ce qu'ils oublient de dire, c'est qu'ils évoluent au milieu de gens qui sont tous vaccinés. Donc, ils sont beaucoup moins à risque de contracter la maladie que si ça n'était pas le cas. Donc, quand on est sur une maladie contagieuse, en faisant de la randomisation en cluster, on va capter l'effet direct, donc l'effet de l'intervention qu'on évalue sur les patients qui participent, et l'effet indirect, c'est-à-dire le fait d'évoluer dans un environnement où les gens qui sont autour ont eux-mêmes reçu l'intervention et donc ne sont plus à risque de contracter, en tout cas moins à risque de contracter la maladie. Un exemple, donc c'est un essai médicamenteux, ici pour évaluer 2 traitements contre la pédiculose résistante. En l'occurrence, c'était l'ivermectine péros versus le malathion en lotion. Eh bien, donc c'était quasi exclusivement des enfants qui avaient été inclus dans cette étude. Et l'unité de randomisation, c'était la famille. C'est-à-dire qu'on avait un cas index. Quand on avait un enfant qui avait des poux, on regardait l'ensemble des membres de la famille. Et tous les membres de la famille qui avaient des poux étaient traités soit par ivermectine, soit par malathion. Voilà. Donc, c'était la famille qui était randomisée et on a montré comme ça une efficacité importante de l'ivermectine péros chez ces sujets qui étaient résistants, qui avaient une pédiculose résistante. Autre situation, quand vous avez des interventions qui sont finalement assez facilement accessibles et on veut éviter que des sujets qui sont alloués au groupe contrôle puissent s'approprier et s'appliquer au moins une partie de l'intervention. Donc, là aussi, le risque de contamination. L'exemple que j'ai pris, c'est un exemple où on a randomisé des équipes de sport, des équipes de joueuses de floorball. J'ai découvert ce qu'était ce sport à l'occasion de la lecture de cet article. Et en fait, on voulait évaluer un programme d'entraînement neuromusculaire pour vérifier qu'il permettait de prévenir les blessures de jambes sans contact chez ces joueuses. Donc, on est dans une situation où vous ne pouvez juste pas faire de la randomisation individuelle, puisqu'en fait, c'est toute l'équipe qui s'entraîne de la même façon, c'est le coach qui donne les règles, etc. Et donc, c'est une étude dans laquelle on a randomisé les équipes
de sport, avec certaines qui avaient accès au programme d'entraînement neuromusculaire et les autres qui n'avaient pas accès. Et on a montré comme ça que ce programme avait une efficacité pour prévenir les blessures. Alors, autre situation, on va parfois faire de la randomisation en cluster, c'est pour bénéficier de ce qu'on appelle un effet troupeau. Je n'aime pas trop ce terme, je dois l'avouer, mais c'est le terme consacré, herd effect en anglais. Et l'exemple que je vais vous prendre, c'est un exemple qui, sur le plan méthodologique, est passionnant. Ce qu'on voit sur la photo, c'est un dispositif médical qu'on appelle un protecteur de hanche et dont on équipe les sujets âgés avec l'idée que s'ils chutent, eh bien, ça va prévenir les fractures du bassin et du col de l'humérus. Et pourquoi l'étude de ce dispositif est vraiment intéressante sur le plan méthodologique, c'est qu'en réalité, il y a eu 3 types d'études pour évaluer ce dispositif. Il y a eu des études où on a évalué, on a fait de la randomisation individuelle, donc dans les EHPAD, certains résidents avaient le protecteur de hanche, d'autres ne l'avaient pas. Il y a eu des études où on a randomisé les EHPAD, donc dans les EHPAD, tout le monde portait ou devait porter le protecteur de hanche, enfin tous les résidents qui n'étaient pas très valides, et puis d'autres contrôles. Et il y a même eu une étude, c'est un peu anecdotique, mais on a randomisé les hanches, c'est-à-dire qu'on mettait une protection d'un côté et pas de l'autre. Alors, je vais laisser de côté cette dernière étude, là, qui est un peu anecdotique, mais simplement, quand on regarde la petite figure qui est à droite, donc, en rose, ce sont les essais où on a fait de la randomisation en cluster, donc on a randomisé les EHPAD, et en bleu, les essais à randomisation individuelle. Et vous avez sur l'axe des abscisses le risque relatif, c'est-à-dire est-ce que ça permet de protéger, de prévenir les fractures de hanches. Donc, ce que l'on voit, c'est que tous les essais en cluster, donc qui sont en rose, ont des risques relatifs associés inférieurs à 1, donc qui montre un effet bénéfique de l'intervention. Et pour le bleu, c'est beaucoup moins vrai, mais on en a quand même plusieurs où on ne montre pas du tout d'effet, voire un effet délétère. Et dans le papier de Anne, un papier de méthodologie, ils expliquent très bien qu'un des éléments dans l'histoire, c'est un problème d'observance. Et cette différence entre les essais en cluster et les essais rando individuels, on peut l'expliquer en partie par cet aspect d'observance. C'est-à-dire que quand vous randomisez les EHPAD, dans un EHPAD où on sait que les gens, on doit les stimuler pour porter ces protecteurs de hanche, tout le personnel qui travaille dans l'EHPAD est au courant, donc ils ont ça à l'esprit et les résidents, on les informe, on les sensibilise et donc il y a une meilleure observance au port du protecteur de hanche. Quand vous êtes à l'inverse dans un EHPAD où on a randomisé les résidents, il faut se souvenir que Monsieur X doit porter son protecteur de hanche, que Madame Y n'est pas censée la porter, etc. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué et du coup, il y a une beaucoup moins bonne observance. Donc, l'intérêt de la randomisation en cluster, c'est que voilà, on peut aussi jouer sur les comportements de façon plus collective pour avoir une meilleure adhérence à l'intervention. On va aussi parfois faire de la randomisation en cluster pour des contraintes logistiques, notamment quand on est dans des situations d'urgence. Et là, j'ai pris l'exemple d'une étude qui est aujourd'hui terminée. On a voulu évaluer l'intérêt pour des patients de réanimation d'une sonde d'intubation très spécifique et qui était associée à un drainage des sécrétions susglottiques. Et la difficulté à laquelle on était confronté, c'est que les patients pouvaient déjà avoir été intubés en amont de l'admission au CHU qui était impliqué dans l'étude. Et puis, quand on décide d'intuber un patient, eh bien, on n'a pas forcément non plus le temps d'aller faire la randomisation individuelle par Internet. Donc, ce qui a été fait dans cette étude, c'est qu'on a randomisé les services carrément, et les services qui étaient dans le bras expérimental intubaient tous leurs patients avec cette nouvelle sonde et faisaient un drainage des sécrétions susglottiques chez tous ces patients-là. Donc, voilà, la randomisation en cluster nous a permis
de gérer cette situation d'urgence. Contrainte logistique aussi, c'est une autre étude où là, on a décidé de faire de la randomisation cluster pour éviter des erreurs d'allocation. Dans cette étude, on a évalué l'intérêt d'une supplémentation en vitamine A chez les femmes enceintes. Alors, vous me direz, la supplémentation en vitamine A, c'est une intervention individuelle. Donc, conceptuellement, quand on est assis dans son fauteuil et qu'on réfléchit à l'étude, c'est assez facile de se dire on va pouvoir randomiser les individus. Certains ont de la vitamine A et d'autres n'ont pas de la vitamine A. Ils ont un placebo. En réalité, l'étude, ici, il y a eu beaucoup d'études sur la supplémentation en vitamine A. Celle-ci, elle a été réalisée au Ghana. Et donc, l'organisation logistique en place, à l'évidence, il va y avoir des difficultés à pouvoir gérer cette dispensation du traitement et du placebo. Et du coup, ce qui a été décidé, c'était de randomiser des zones géographiques avec des zones où les femmes, on leur proposait la supplémentation en vitamine A, et dans les autres zones, on n'avait pas cette supplémentation. Et on a montré, enfin, ici le résultat est non significatif, mais on n'a pas montré justement d'effet de la vitamine A. Autre situation, on va pouvoir faire de la randomisation en cluster. Des fois, ça peut être pour des motivations de coût. C'est-à-dire que quand vous faites la randomisation en cluster, ça signifie que l'intervention, vous n'allez l'implémenter que dans la moitié des centres. Et donc, ça peut être intéressant quand c'est une intervention qui est coûteuse. L'étude Electra que je cite, elle a eu lieu à Londres. L'idée était de voir, pour des patients qui étaient asthmatiques, quel était l'effet d'avoir recours à des infirmiers de liaison en termes de recours aux soins. Est-ce que le fait d'avoir un infirmier de liaison, ça permettait que la première exacerbation soit plus éloignée? Et donc, chaque cabinet de médecine générale devait avoir un infirmier de liaison. En randomisant des cabinets de médecine générale, ça permettait d'attribuer des infirmiers de liaison que pour la moitié des cabinets de médecine générale. Et on a montré dans cette étude qu'avec une organisation des soins comme celle-ci, eh bien, on allait augmenter très largement le temps avant la première consultation pour une exacerbation de l'asthme. On passait de 126 à 194 jours. Alors, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles on peut faire de la randomisation en cluster, mais vous voyez qu'à chaque fois, dans les exemples que j'ai pris, on a une bonne raison de faire de la randomisation en cluster. L'idée générale, c'est d'éviter qu'il y ait de la contamination entre les groupes. Et puis parfois, on a d'autres situations comme les situations d'urgence ou de coût qui motivent à faire de la randomisation en cluster. La plus fréquente des motivations, c'est vraiment quand on a une intervention qui s'applique au niveau du cluster. Et pour revenir sur ce que je disais au tout début de cette intervention, on fait aujourd'hui beaucoup plus d'essais randomisés en cluster parce qu'on évalue des choses qu'on n'évaluait pas il y a 30 ans. Il y a 30 ans, je pense qu'on évaluait des traitements appliqués au niveau individuel, un traitement médicamenteux, un traitement chirurgical, même si je pense qu'il y a 30 ans, on faisait peu d'essais randomisés de chirurgie. Aujourd'hui, on évalue aussi des organisations de soins, on évalue l'implémentation de recommandations, etc. Et tout ça, ça invite à faire de la randomisation en cluster. Quoi qu'il en soit, il nous faut une bonne raison pour randomiser en cluster, et cette raison, il faut l'expliciter, que ce soit dans le protocole ou dans l'article qui rapportera les résultats. Alors, je voulais ensuite revenir un peu sur les interventions que l'on évalue dans les essais randomisés en cluster. J'ai repris ici la classification proposée par Sandra Eldridge. Et donc, Sandra Eldridge propose 4 types d'interventions. On va voir après qu'on peut avoir des interventions complexes à plusieurs composantes, mais elle distingue 4 types d'interventions. On peut avoir des interventions qui s'appliquent au niveau individuel. Quand vous faites faire de l'exercice physique à des participants, quand vous leur administrez un médicament, comme c'était le cas dans la pédiculose, quand vous apportez une supplémentation en vitamine A, l'intervention, elle s'applique directement aux participants. On peut avoir des interventions que Sandra Eldridge appelle des Professional Cluster Interventions, c'est-à-dire des interventions qui s'appliquent au niveau au-dessus,
pas au niveau du participant, mais au niveau au-dessus. Donc, typiquement, c'est l'implémentation de recommandations, la formation des cliniciens, la formation des équipes soignantes. Vous pouvez avoir des interventions qu'on appelle des external clusters, c'est-à-dire qu'on va adjoindre un personnel à un cluster. C'est le cas des infirmiers de liaison. Et puis, les cluster interventions, eh bien, ce sont des interventions qui, globalement, s'appliquent au cluster. Typiquement, ce sont les prescriptions assistées par ordinateur, les informations massives, etc., avec la particularité pour ce type d'intervention que quand vous êtes dans un cluster qui a été alloué au groupe expérimental, en réalité, vous ne pouvez pas échapper à l'intervention. Si vous êtes dans un hôpital où on a mis en place une prescription assistée par ordinateur, eh bien, vous ne pouvez pas lever le doigt en disant « moi, je ne veux pas être géré avec votre prescription assistée par ordinateur ». Vous serez automatiquement exposé à l'intervention. Quand il y a une information massive à l'échelle d'une zone géographique, vous êtes automatiquement exposé à l'intervention. Alors bien sûr, dans ces situations, on a une cluster intervention, on est en train de parler d'interventions qui sont des interventions à faible risque, d'accord? Mais on est dans une situation où il est impossible d'échapper à l'intervention. On y reviendra quand on parlera des aspects éthiques et de consentement. Ensuite, il faut bien voir qu'on peut avoir ce qu'on appelle des interventions complexes avec plusieurs composantes et que ces composantes peuvent appartenir à différentes catégories telles que définies par Sandra Eldridge. Je prends l'exemple de l'étude OPERA, qui est une étude anglaise où on a évalué l'impact sur la dépression d'une intervention complexe qui visait à promouvoir l'exercice physique en EHPAD. Donc, on a randomisé des EHPAD anglais. Et dans le groupe contrôle, on sensibilisait les professionnels des EHPAD aux problèmes de la dépression. Et dans le groupe expérimental, on avait 4 composantes à notre intervention. On sensibilisait donc les personnels aux problèmes de dépression des résidents âgés. Il y avait une intervention de kinésithérapeute qui faisait un bilan physique des résidents pour voir un petit peu ce dont ils étaient capables ou pas. Ce qu'on appelle, donc c'est un professionnel extérieur qui vient faire son intervention. Il y avait un retour individualisé des kinés aux résidents, donc on leur faisait un retour d'information sur leur état de santé, et puis on leur proposait des sessions d'exercice. Donc vous voyez que c'est une intervention avec plusieurs composantes, et que les composantes relèvent de différentes catégories telles qu'elles ont été définies par Sandra Eldridge. L'intérêt de l'essai randomisé en cluster, c'est ça aussi, c'est d'évaluer ces interventions complexes. Ensuite, en termes de schéma d'études, ou design en anglais, on a plusieurs schémas d'études. Le plus fréquent, le plus classique, c'est d'avoir un essai randomisé en cluster avec 2 groupes indépendants. Donc, vous randomisez vos clusters et la moitié d'entre eux ont l'intervention, l'autre moitié n'ont pas l'intervention. Voilà. C'est le plus fréquent, c'est ce qu'il y a eu dans l'essai pour évaluer les règles d'Ottawa pour le diagnostic de traumatisme de la cheville. C'est ce qu'il y a eu dans l'essai où on a évalué l'ivermectine versus le malathion, etc. On peut aussi décider d'avoir un essai en 2 groupes parallèles, mais dans chacun des groupes, il y a une période avant la randomisation qui est observationnelle. C'est-à-dire que pendant cette période observationnelle, tout le monde fait comme d'habitude. On est en période contrôle. Le bleu clair correspond à la période contrôle. Et puis, au bout de cette période observationnelle, on tire au sort et la moitié des clusters font débuter l'intervention. D'accord ? Donc, c'est ce qu'on appelle un essai en groupe parallèle avec une période avant. Pourquoi c'est intéressant d'avoir cette période avant? C'est que quand on fait de la randomisation en cluster, souvent, si vous randomisez par exemple des hôpitaux, c'est compliqué d'avoir même une vingtaine d'hôpitaux qui participent. D'accord ? Donc, ça va nous donner de la puissance statistique parce qu'en fait, chaque hôpital va être comparé à la période d'avant. Donc, on va gagner des observations et surtout, on va gagner en puissance. Ça permet de contrebalancer le fait qu'il y ait une hétérogénéité entre les clusters. Alors, on peut aussi faire un essai en cluster crossover. Voilà. Donc, ça veut dire que chaque cluster a une période contrôle et une période expérimentale, ou bien une période expérimentale et une période contrôle. D'accord ? Donc, vous pouvez switcher comme ça, et on peut faire un switch
à deux niveaux, c'est-à-dire au niveau du cluster et au niveau individuel. Je vais prendre un exemple très simple. On a voulu, dans un essai qui me vient à l'esprit, évaluer l'intérêt d'un nouveau programme alimentaire dans les cantines scolaires. Et donc, on coupait l'année scolaire en deux parties. Les 4 premiers mois de l'année ou 5 premiers mois de l'année, je ne sais plus combien de temps sont scolarisés les enfants, ils avaient un régime alimentaire et les 5 mois d'après, il y avait un autre régime alimentaire. Voilà. Donc là, dans un cas comme celui-ci, il y a un crossover à la fois au niveau du cluster et au niveau des enfants. Et on peut aussi avoir la situation où on a un crossover qu'au niveau du cluster, c'est-à-dire que vous mettez un appareil, par exemple, de diagnostic rapide dans un service hospitalier, ben vous pouvez avoir une période où vous mettez l'appareil dans le service, puis au bout de quelques mois, vous enlevez l'appareil et le service repasse en période contrôle. Et dans une configuration comme celle-ci, ce ne sont pas les mêmes patients qui sont inclus en première période et en deuxième période. Donc, vous avez un crossover au niveau du cluster, mais vous n'avez pas de crossover au niveau individuel. Alors, ça permet de gagner en puissance, c'est le principe du crossover, ça permet une meilleure comparabilité des groupes. Attention quand même, comme chaque fois qu'on fait un crossover, il y a un risque d'effet rémanent, c'est-à-dire que ce qui se passe en première période, il y a un effet sur la deuxième période. Ça veut dire que, par exemple, quand vous voulez évaluer des recommandations de prise en charge des patients, vous ne pouvez pas faire un crossover, parce que les praticiens qui commenceraient par recevoir la formation, l'intervention, au bout de quelques mois, vous ne pouvez pas leur dire ben maintenant vous oubliez ce qu'on vous a appris et vous faites comme vous faisiez autrefois. Voilà. Je dis ça parce que j'ai déjà vu, y compris dans une très bonne revue, qu'est le JAMA, un essai en cluster crossover qui évaluait l'implémentation de recommandations. Voilà. Alors, le crossover, on peut le complexifier et on peut multiplier les périodes et alterner comme ça des périodes expérimentales et des périodes contrôle. Donc, ça gagne en puissance. Après, voilà, ce type de schéma donne lieu à une analyse statistique qui est quand même plus complexe et c'est aussi plus compliqué à mettre en œuvre, donc ce n'est pas très utilisé. Et puis, le dernier schéma que je voulais évoquer, qui est un schéma là, qui est vraiment à la mode. Alors, en fait, même en statistique, ça me fait mal de dire ça, mais même en statistique, il y a des modes. Et donc là, il y a une mode à faire des essais en step wedge. Et l'essai en step wedge, c'est quoi? C'est un peu la philosophie du crossover, sauf que le switch ne se fait que dans un sens. Tout le monde commence par une période contrôle et au bout d'un certain temps, on passe en période expérimentale. Alors, ça veut dire que tous les centres auront accès à l'intervention à un moment ou à un autre. Ce n'est pas une étude avant-après, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les centres ne changent pas, ne switchent pas au même moment, et on tire au sort le moment auquel ils vont changer. Donc, ce n'est pas une étude avant-après. Et du fait d'avoir tiré au sort et que tous les centres ne changent pas au même moment, ça va nous permettre de contrôler, de maîtriser l'évolution temporelle des choses. Donc, on n'est pas du tout dans un essai, dans une étude avant-après. Alors, pourquoi je dis que c'est un effet de mode? C'est que c'est un schéma expérimental qui est sorti il y a à peine une quinzaine d'années. Le plus vieil essai est très ancien, mais on a vraiment une littérature importante depuis une quinzaine dernières d'années. Et ça suscite un engouement majeur de la part des cliniciens qui disent « Ah, moi, je veux faire un step wedge », parce qu'ils ne voient qu'une chose, c'est qu'à la fin de l'étude, tout le monde aura l'intervention, et puis voilà, c'est un schéma qui est séduisant. En réalité, c'est un schéma qui pose d'énormes difficultés d'implémentation parce qu'on n'a pas forcément les effectifs que l'on veut à chacune des périodes, etc. Donc, il y a plein de soucis. L'analyse statistique est beaucoup plus complexe, mais encore, ce n'est pas le problème majeur. Le problème, c'est vraiment celui de l'implémentation. Et cet engouement qu'on connaît aujourd'hui pour les essais en step wedge, je pense qu'inéluctablement, il va disparaître vu les difficultés qu'on a derrière pour analyser et interpréter les résultats. Alors, toujours sur les aspects de design, donc là, j'ai évoqué un petit peu les grands schémas et comment on faisait les randomisations, et donc ces grands designs. Et puis, il y a un autre aspect que je voulais aborder, c'est celui du recrutement des participants. Ce qui se passe dans les essais randomisés en cluster n'a rien à voir avec les essais à rando individuels.
Dans les essais rando-individuels, on inclut un patient et ensuite on le randomise. C'est le schéma classique. Dans les essais randomisés en cluster, alors, parfois on a ce schéma-là, c'est-à-dire vous incluez les gens, vous incluez le cluster et ensuite vous le randomisez. C'est le cas, par exemple, dans l'essai sur la pédiculose. On faisait le tour de la famille, on identifiait tous les enfants qui avaient des poux et quand le cluster était constitué, on randomisait soit dans le groupe ivermectine, soit dans le groupe malathion. Mais la plupart des essais ne fonctionnent pas comme ça. La plupart des essais, on randomise le cluster. Par exemple, vous randomisez les praticiens et ensuite, on inclut les participants. D'accord ? Donc, on a inversé la chronologie habituelle de l'essai randomisé, puisque l'inclusion est postérieure à la randomisation. Et comme la plupart du temps, les interventions qu'on évalue, ce sont des interventions où il n'y a pas d'aveugle, eh bien, c'est là qu'il y a un risque de biais, parce qu'en réalité, on n'inclut pas les mêmes participants dans un groupe que dans l'autre. Le fait d'avoir renversé cette chronologie, il y a toute une littérature là-dessus, il y a des exemples très flagrants. Ça fait que quand on propose l'étude à un participant, en réalité, on lui propose de participer à une étude et d'être dans un bras qui a déjà été déterminé. Et ça veut dire deux choses. Ça veut dire que le clinicien qui propose l'étude, consciemment ou inconsciemment, il ne va peut-être pas proposer l'étude à tout le monde, il va peut-être sélectionner ses patients, et le patient, lui, il accepte de participer à une étude en sachant déjà l'intervention qu'il va recevoir. D'accord ? Et donc, le résultat, c'est qu'il y a un nombre non nul d'essais randomisés en cluster, où du coup, quand on regarde les groupes à l'inclusion, ils ne sont pas comparables, parce qu'on n'a pas inclus les mêmes participants dans les deux groupes. Voilà. La deuxième chose sur les participants, c'est que parfois, vous faites des études et en fait, les participants ne savent même pas qu'ils sont dans un essai. Je reprends l'exemple de l'étude Printemps. Vous vous souvenez, pour promouvoir une application sur les syndromes dépressifs, l'application Stop Blues, on a randomisé des zones géographiques. Eh bien, les gens, si je reprends l'exemple de l'agglomération Tourangelle qui était allouée au groupe expérimental, les gens de l'agglomération Tourangelle étaient inclus dans cet essai et n'en étaient pas informés. Voilà. Et moi, j'ai été exposé, ça va même plus loin, j'ai été exposé à l'intervention alors que moi, je n'habite pas à Tours. Mon code postal d'immatriculation, mon code postal, ce n'est pas 37 000, donc j'ai été exposé à l'intervention alors qu'en réalité, je ne fais pas partie de la cible chez qui on va regarder les tentatives de suicide derrière. D'accord ? Donc, on a des essais comme ça où les participants, il n'y a pas de recrutement, il n'y a pas de consentement, ils ne sont même pas informés qu'ils sont dans un essai. Quand vous évaluez un outil de prescription assistée par ordinateur à l'hôpital, ben, vous n'informez pas individuellement les patients de l'hôpital de ce que cet outil est déployé et qu'on l'évalue. Au mieux, il y a une affiche quelque part dans une salle d'attente et encore. D'accord ? Donc, on a cet aspect-là très particulier. Et puis, toujours sur la gestion des participants, dans l'essai rando individuel, on randomise les sujets et puis on les suit dans le temps et on mesure notre critère de jugement. Dans l'essai randomisé en cluster, ça peut être différent. On a ce qu'on appelle des closed cohorts. Par exemple, vous incluez, c'était le cas de l'essai ivermectine, vous avez constitué vos clusters et vous les randomisez. C'est le cas quand on fait une étude dans les écoles aussi. Vous recueillez l'aval des parents des enfants des écoles, vous avez vos clusters, ils sont inclus et on les suit, on va mesurer le critère de jugement. On a les open cohorts, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont inclus dès le départ, puis il y a des gens qui vont rejoindre l'étude en cours, pendant le cours de l'étude. Typiquement, quand vous faites une étude chez des sujets âgés dans les EHPAD, eh bien, il y a un turnover qui est important, lié à une mortalité importante dans cette population. Eh bien, vous pouvez faire des open cohorts, c'est-à-dire que les gens qui rentrent, qui rejoignent l'EHPAD en cours d'étude, ben, vous pouvez les inclure dans l'étude, ou bien c'est une open cohort, ou bien vous ne les incluez pas et c'est une close cohort. Et puis, troisième schéma, on a le schéma plus classique qui correspond à ce que l'on connaît dans les
dans les essais à randomisation individuelle où vous incluez au fil du temps des sujets, vous les suivez et vous mesurez votre critère de jugement. Voilà. Tout ça pour dire que la gestion des participants dans les essais randomisés en cluster, elle n'a bien souvent pas grand-chose à voir avec celle que l'on connaît dans les essais à randomisation individuelle. Alors, aspect statistique, je ne vais pas vous faire un cours de statistiques, mais simplement, s'il y a une chose qui doit être retenue, c'est que quand on fait de la randomisation en cluster, on est dans une situation où il y a de la corrélation dans nos données. La corrélation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les participants d'un même cluster, ils sont plus semblables. Les patients qui sont gérés par un même médecin, ils vont avoir des réponses qui sont plus semblables que s'ils étaient gérés par deux médecins différents. Les enfants d'une même famille, ils vont avoir une réponse plus semblable que si c'était des enfants de deux familles différentes. Donc, on a ce qu'on appelle de la corrélation dans nos données. Et ça veut dire, dès lors qu'on a de la corrélation, qu'un essai randomisé en cluster, il est moins efficient au sens statistique du terme, ce qui signifie qu'en réalité, si vous avez 1000 sujets dans un essai randomisé en cluster, la puissance sera moindre que si vous avez 1000 sujets dans un essai à randomisation individuelle. Voilà. Après, on sait gérer ça. Ça veut dire que ça a un impact quand on fait le calcul d'effectifs et ça a un impact sur la façon dont on gère l'analyse statistique. Mais bien garder à l'esprit qu'on a cette corrélation. Et du coup, un essai randomisé en cluster, ça peut facilement requérir 2 fois, 3 fois, 4 fois plus de sujets qu'un essai à randomisation individuelle. Et puis, je voudrais aborder des aspects d'éthique. Alors, vous allez vous dire, qu'est-ce qu'un biostatisticien vient nous parler d'éthique? Eh bien, en réalité, ce n'est pas anodin, c'est parce que la gestion de l'information et du consentement dans les essais randomisés en cluster a une connexion directe avec des aspects méthodologiques. Alors, je m'explique. D'abord, on est dans une structure hiérarchique puisqu'on a donc les individus qui sont emboîtés dans le cluster et on a toujours un responsable du cluster qu'on appelle un guardian ou un gatekeeper, ce sont les termes anglais consacrés. Et donc, il faut un consentement aux deux niveaux pour que les choses fonctionnent bien, sachant quand même que le responsable du cluster n'a pas vocation à consentir pour les participants. Un médecin n'est pas censé consentir pour les patients qu'il gère. Un proviseur d'école n'est pas censé consentir pour les enfants qui sont scolarisés dans son école. Et donc, on a ces deux niveaux de consentement. L'autre particularité, on en a déjà parlé, c'est qu'on a des interventions auxquelles on ne peut pas échapper. On en a parlé quand on parlait d'informations massives à l'échelle d'une zone géographique. Quand vous mettez de l'eau dans le fluor, quand vous mettez du fluor dans l'eau du robinet, si vous habitez dans une zone géographique où on a mis le fluor, vous ne pouvez pas échapper à l'intervention. Quand on change la gamme d'antiseptiques au bloc opératoire, si vous êtes opéré à ce moment-là, vous ne pouvez pas échapper à l'intervention. Quand on met des fontaines à eau dans les écoles, comme ça s'est fait dans une étude allemande, pour voir si ça joue sur l'indice de masse corporelle, si votre enfant est scolarisé dans cette école, il ne pourra pas échapper à l'intervention. D'accord ? Du coup, dans les essais randomisés en cluster, il y a 3 types de consentement. Il y a un consentement classique, c'est-à-dire que quand on le propose aux patients ou participants, on lui propose d'être exposé, si on est dans le groupe expérimental à l'intervention, et de mesurer le critère de jugement, c'est le consentement tel qu'on le connaît dans les essais à randomisation individuelle. Et puis les deux autres, ça correspond à des situations où on ne peut pas échapper à l'intervention. Si je prends l'exemple, on veut comparer 2 gammes d'antiseptiques au bloc opératoire et on regarde derrière les aspects de colonisation et d'infection, vous ne pouvez pas échapper à l'intervention. Par contre, vous pouvez être d'accord ou ne pas être d'accord sur le fait qu'on utilise les données qui sont dans votre dossier médical. Donc, en l'occurrence, est-ce qu'il y a eu une infection, une colonisation? Et le troisième cas, c'est le cas, par exemple, dans l'étude où on a évalué les fontaines à eau dans les écoles. Donc, les enfants qui étaient dans une école allouée au groupe expérimental ne pouvaient pas échapper à l'intervention. Et ce qu'on a dû faire dans cette étude, c'est recueillir le consentement des parents pour mesurer l'indice de masse corporelle des enfants. Parce que, évidemment,
quand on scolarise ces enfants, ils sont là pour apprendre et pour être évalués, mais pas pour qu'on leur mesure la taille ni qu'on les pèse. Donc, c'est un consentement juste pour le recueil des données. Mais vous voyez, les deux derniers consentements, ce sont des consentements autour du critère de jugement, mais ça correspond à des situations où on ne peut pas échapper à l'intervention. Donc ça, c'est une particularité de l'essai randomisé en cluster. On a des situations où on ne peut juste pas recueillir le consentement individuel. Quand vous randomisez des zones géographiques, j'ai pris le cas de l'étude printemps, c'est impossible. Quand vous randomisez des hôpitaux, c'est impossible. Les situations où on ne sait pas qui est participant dans l'étude, etc., comme l'étude printemps, voilà. Là, c'est impossible de recueillir le consentement individuel. Et puis, donc c'est là où on aborde aussi un aspect méthodologique. Il y a des situations où on ne va pas donner toute l'information au patient. On est sur un problème cornélien. Les règles éthiques veulent que, quand on inclut un participant dans une étude, on lui donne toute l'information. Quelle est l'hypothèse? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va comparer? Qu'est-ce qu'on va mesurer? Bon. Et puis parfois, si on donne toute l'information, on risque de compromettre l'étude parce que, du coup, les gens qui sont alloués groupe contrôle pourraient très bien s'appliquer à eux-mêmes l'intervention. Et donc, on risque de compromettre la validité interne de l'étude. Et donc, c'est cornélien, mais est-ce qu'on doit tout dire aux participants, ce qui respecte les règles éthiques, mais du coup, on les inclut dans une étude où il y a un très fort risque de contamination et de biais, donc une étude qui ne sera pas valide, ou est-ce qu'à l'inverse, on s'autorise à masquer une partie de l'information, ou alors à ne pas donner la même information aux deux groupes, ce qui n'est pas complètement en cohérence avec les aspects éthiques, mais ça permet de faire une étude où il n'y a pas de risque de biais. Alors, là-dessus, chacun a le droit d'avoir sa propre opinion. L'important, c'est que ce soit discuté dans le cadre d'un comité d'éthique, parce qu'il y a quand même un problème. Vous voyez bien que les aspects d'information, consentement et méthodologique sont liés. Et je vais revenir juste sur l'étude où on a comparé, on a évalué un programme d'entraînement chez des joueuses de floorball pour prévenir les blessures. Eh bien, dans cette étude, qu'est-ce qu'on a fait? On a délibérément donné une information partielle, c'est-à-dire, bien sûr, les gens étaient au courant qu'ils étaient dans une étude, ils étaient au courant qu'on évaluait un programme, mais ils ne savaient pas quel programme on évaluait. On a délibérément fait ça de telle sorte que les équipes qui étaient allouées au groupe contrôle ne s'approprient pas l'intervention et la mettent en œuvre. Donc, on a parfois cette situation où on ne va pas dire la même chose dans les deux groupes. Voilà. C'est possible. Il faut que ça ait été validé par un comité d'éthique. Voilà. Et tout ça pour dire que les aspects éthiques d'information et de consentement dans les essais randomisés en cluster, ils sont éminemment plus complexes que dans les essais à randomisation individuelle. Voilà. Et donc, il existe ce qu'on appelle l'Ottawa Statement, qui a été écrit il y a une bonne dizaine d'années maintenant, à tel point que le même groupe a relancé là, un nouveau programme de recherche pour mettre à jour ces recommandations, qui sont des recommandations destinées aux porteurs de projets, destinées aux comités d'éthique, etc., pour pouvoir mieux gérer un protocole et donner un avis sur les aspects d'information et de consentement. Donc, il y a une quinzaine de recommandations, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, il faut justifier pourquoi on fait un essai randomisé en cluster, ça doit être vu par un comité d'éthique, bien identifier les participants à la recherche, comment on fait pour obtenir le consentement, quand est-ce on peut s'affranchir d'obtenir un consentement, quel est le rôle des responsables de cluster, etc. etc. Voilà. Donc, on a comme ça un certain nombre de recommandations. Et si je prends l'exemple particulier de la France, là, sur ces aspects éthique et consentement, en France s'applique aujourd'hui la loi Jardé pour une partie des études, et dans le texte de la loi Jardé, il est spécifiquement mentionné que dans certaines situations, pour des exigences méthodologiques où le recueil du consentement et l'information n'est pas compatible, on peut se permettre
de faire une information collective et de ne pas recueillir le consentement individuel. Voilà. Donc, en France, la législation qui est aujourd'hui en vigueur a intégré ça, et c'est heureux, ça nous permet quand même de faire ce type d'essai. Alors, le mot de la fin, j'aime bien cette citation de Susser, parce que, si vous vous souvenez, au début, j'ai paraphrasé Alan Donner qui disait « il faut éviter les essais randomisés en cluster chaque fois qu'on peut ». Et effectivement, on voit bien que ça pose plein de soucis. Il faut un peu plus de monde, il y a des risques de biais, l'analyse statistique est plus compliquée, les informations au consentement, c'est plus compliqué. Donc, il y a tout ça. Et à côté de ça, il y a quand même plein de situations où on n'a juste pas le choix, on ne peut pas faire autrement que de faire de la randomisation cluster. Donc, je crois que l'enjeu, aujourd'hui, il y a quand même toute une communauté qui connaît ce design, qui connaît les difficultés et les choses à ne pas faire et les choses à faire à l'avance. Donc, il faut simplement s'appuyer là-dessus pour essayer de faire au mieux. On ne peut pas abandonner les essais randomisés en cluster. On sait qu'ils ont des limites. Il faut juste les connaître pour pouvoir faire au mieux. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Ben, merci beaucoup, Bruno, pour cette excellente conférence. J'ai appris, moi, personnellement, beaucoup de choses. Et si j'essaie de faire un résumé partiel qui ne sera certainement pas complètement juste, mais est-ce qu'on pourrait dire, par exemple, que dans le cas de la randomisation en cluster, que l'unité de randomisation est hétérogène face à la question de recherche, que ce soit, par exemple, qu'on prenne les exemples que vous aviez donnés, celui de la famille, celui de l'équipe de sport, celui de l'hôpital. Dans ces trois exemples-là, le N est égal à 1 tout le temps. Et donc, ce qui fait en sorte que, si j'ai bien compris, et c'est pour ça qu'on a besoin de beaucoup plus de sujets, justement à cause de l'hétérogénéité interne des groupes, ce qui fait que si le nombre d'individus n'est pas suffisant, on va avoir un SD ou un SEM qui va présenter une grande déviation standard ou une grande déviation par rapport à la moyenne, ce qui fait qu'on aura un P qui va être non significatif. D'où finalement ce besoin d'augmenter le nombre de N pour diminuer ça. Ça, c'est à peu près ce que j'ai compris. Là où j'ai moins bien compris, c'est dans les recommandations de la madame dont j'oublie le nom, l'individuel cluster. Je n'ai pas trop compris qu'est-ce que ça voulait dire. Parce qu'il n'y a pas d'individu individu dans le cluster, sauf si tu définis que ton cluster, c'est une personne. Ça, c'était la classification de Sandra Eldridge pour les interventions qu'on évalue. Et donc, par exemple, si je reprends l'exemple dans la pédiculose, l'ivermectine et le malathion, c'est ce qu'on appelle une intervention individuelle, dans le sens où elle s'applique directement à l'individu. Le sujet qui a des poux, il prend de l'ivermectine ou il prend du malathion. À l'inverse, quand on a une intervention de type professional cluster, c'est quand on implémente des recommandations de prise en charge, et là, on forme par exemple les médecins à l'application de ces recommandations. Et ensuite, le médecin va appliquer ces recommandations à tous les patients qui ont la pathologie qu'il va prendre en charge. Donc, la classification de Sandra Eldridge, elle est vraiment sur le type d'intervention qu'on veut évaluer dans un essai randomisé en cluster, parce que contrairement à dans l'essai randomisation individuelle, on n'a que des interventions qui s'appliquent au niveau des individus. Mais là, nous, on peut avoir des interventions qui s'appliquent au niveau des individus, qui s'appliquent au niveau du cluster, des organisations de soins, etc. Donc, mais tu es quand même proposer cette typologie. Mais tu es quand même sujet à l'hétérogénéité. Si on prend, par exemple, l'exemple de la famille, ben, tu peux avoir à l'intérieur de cette famille-là, par exemple, 3 enfants qui vont être sujets au traitement, que ce soit avec l'invermectine ou avec le malathion. Tu peux avoir un des enfants qui va très bien réagir, un autre qui va réagir moyen, et un autre qui ne réagira pas. Ce qui fait qu'au final, pour cette famille-là, n égale à 1, l'effet va avoir été 0.
C'est plus compliqué que ça. Mais, alors, bien sûr, hein, on peut avoir des familles de différentes tailles, mais ensuite, quand on fera l'analyse statistique, une famille où il y a 3 enfants et il y en a un qui a guéri et l'autre et les 2 autres qui n'ont pas guéri, on mettra un taux de succès à 33%. On ne mettra pas 1 ou 0. Donc, on va quand même regarder ensuite chacun des individus pour calculer notre taux de succès, quoi. Mais dans la statistique, après ça, dans le calcul de la statistique, est-ce que vous allez continuer à utiliser le 33% ou si vous allez dire que ce N-là est égal à 33%? Non, on va utiliser, parce qu'on prendra en compte la taille du cluster. Donc, il y avait 3 enfants. En fait, ensuite, il y a deux grandes approches pour faire l'analyse statistique, mais la plus classique, c'est qu'on prend en compte si je reprends cet exemple, tous les enfants qui étaient dans l'étude, mais on a simplement une modélisation qui nous dit, bon, ben, ces 3-là vont ensemble parce qu'ils étaient dans une même famille. Là, il y avait une famille, il y en avait 2, là, il y en avait 4, etc. Mais on prend en compte tous les enfants. Ça, c'est clair. OK. Écoutez, dans la salle, si vous avez des questions, vous êtes invités à les poser. Moi, tantôt, j'ai désactivé les micros, mais si vous pesez sur votre micro, vous allez être capable de le réactiver. Étienne, est-ce que tu veux prendre le relais? Je suis certain que tu as des commentaires, des questions. Active ton micro, Étienne. Attends un petit peu, c'est peut-être moi qu'il faut qu'il... Voilà, vous m'entendez? Oui, OK, parfait. Ok. Oui, je disais que je trouve ça effectivement tout à fait intéressant. Je découvre, hein, pour être honnête. Euh, je me demande, la question que je me pose, je me demande comment on arrive à avoir des études positives, étant donné le nombre de facteurs. Alors, est-ce que ma question est peut-être un peu simplette, mais on a une idée du pourcentage d'études positives selon une telle méthodologie? Est-ce qu'il y a des études positives? Bien sûr, pas Oui, plus tard que tout récemment, avec Stéphane Herman du service de réanimation, on a fait un essai en cluster là, qui vient de sortir et qui est positif. Donc, oui, il y en a. Et l'essai ivermectine est positif. Et voilà. Donc, d'accord. enfin, je pense pas qu'on ait plus ou moins, une proportion plus élevée ou moins élevée d'essais positifs avec ce schéma-là qu'avec un essai à randomisation individuelle. Ah oui. Et Ah, on arrive. je vois pas pourquoi on aurait Non, ça. parce que ça manquerait de puissance, tout simplement. Ah, mais on fait quand même les calculs d'effectifs nécessaires en amont. Donc, Oui, c'est après, vrai. Oui. Quel est On le a pas- seuil? Est-ce qu'il y a un seuil pour dire qu'à partir de ce seuil-là, ben oui, tu as des chances d'avoir une réponse positive ou négative, alors qu'avec celui-là, ben, tu vas tomber dans le néant, là. Tu ne seras pas capable de conclure. mais Comment vous le calculez? ça c'est le principe du calcul d'effectifs. Et le calcul d'effectifs, on en a aussi bien dans un essai à randomisation individuelle que dans un essai à randomisation en cluster. La seule Oui, chose, c'est que là, la formule de calcul est plus complexe. Voilà. Mais c'est la même stratégie, c'est-à-dire qu'il faut faire une hypothèse dans le groupe contrôle et dans le groupe expérimental, voilà ce que l'on observe. La particularité peut-être, c'est que dans les essais en cluster, en fait, il faut quand même qu'il y ait suffisamment de clusters. Donc, quelqu'un qui viendrait me voir en me disant, ben voilà, moi j'ai 6 hôpitaux, mais ils vont pouvoir inclure plein de patients, à un moment, ça suffit pas. À un moment, je vais dire, ben non, ça suffit pas d'augmenter le nombre de patients par hôpital, il faut augmenter le nombre d'hôpitaux. Voilà. oui. Et des fois, ça peut être difficile parce que faire adhérer un nombre important d'hôpitaux, c'est compliqué. Si vous randomisez des cabinets de médecine générale, c'est plus facile parce que là, il y en a autant comme autant, quoi. Mais quand vous randomisez sur des services très spécialisés, si par exemple il faut soit des hôpitaux universitaires, en France, on n'en a pas non plus Mhm. autant qu'on souhaiterait, quoi. Donc on peut par avoir cette exemple, difficulté-là. Mais sinon, c'est le même principe, c'est-à-dire que le porteur du projet formule une hypothèse et on fait un calcul d'effectifs, quoi. Mhm. d'accord. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Euh,
Moi, j'en avais une autre. Toi, Bruno, qui travaille dans un centre de recherche clinique, est-ce que ton travail est différent d'un essai habituel à partir de données individuelles? Pour les essais en cluster et les essais à Oui, randomisation individuelle, oui, oui. Est-ce que quand tu vois, je débarque chez toi, j'ai dit, ben, je voudrais monter un essai en cluster, est-ce que tu vas me dire, oh là là, c'est compliqué? alors déjà, moi, j'aime pas quand les gens disent je voudrais monter un essai en cluster. Je leur demande c'est quoi la question Oui, bien sûr. et ensuite on décide quel est le schéma Oui, d'étude. Et mais non, sinon honnêtement c'est pas plus compliqué. Nous on a actuellement les deux types d'essais qui sont en cours et on fait très bien l'un ou l'autre. Donc, non, c'est pas plus compliqué. Je pense que l'enjeu, c'est vraiment de revenir à la question et de savoir quel est le bon schéma d'étude qui Mhm. va permettre de répondre. Et c'est pas toujours aussi simple que ça, quoi. C'est pas toujours aussi simple que ça. Et c'est l'intérêt. Enfin, moi, quand je travaille sur des projets avec des cliniciens, c'est la partie que j'aime beaucoup, c'est-à-dire de bien comprendre quelle est leur problématique et donc ce qu'ils veulent montrer, Ouais. et en contrepartie d'expliquer les pour et les contre de telle ou telle approche méthodologique. Parce que réfléchir à une étude quand on est assis dans son fauteuil, écrire un beau protocole, c'est assez facile. Mhm. Mais proposer une étude qui, derrière, sur le terrain, va tourner et on va réussir à inclure et on va répondre à une vraie question qui est celle que se posait le clinicien, c'est beaucoup plus compliqué. Et Mhm. faire de la recherche clinique, moi, ça fait 25 ans que je suis à Tours, donc je trouve que faire de la recherche clinique, ça rend humble parce que, enfin, plus je fais des essais et plus je trouve ça compliqué de faire un bon essai, quoi. Mhm. Ouais, je comprends. Est-ce qu'on peut faire des méta-analyses? Alors oui, oui, on peut faire des méta-analyses et dans les méta-analyses, on peut agréger des essais à randomisation individuelle et des essais randomisés en cluster. Bien sûr, Ah oui, on peut agréger les deux. on peut agréger les deux. Oui, oui, ça se fait classiquement. D'accord. Et donc ça, pas de souci. Après voilà, moi c'est moins mon domaine de compétence, hein, les méta-analyses, mais bien sûr, hein. Il y en a beaucoup qui sont faites dans le cadre de la collaboration Cochrane, l'organisation Mhm. internationale, dont c'est la vocation de faire des revues systématiques qui sont ou qui ne sont pas sorties de méta-analyse. Et on a, quand elles sont bien faites, c'est quand même riche d'informations parce que ça veut dire qu'à un moment donné, on fait un point sur ce que l'on sait ou pas, quoi. Donc, Mhm. et après, voilà, c'est marrant parce que juste avant, j'avais une réunion et voilà, avec quelque chose qu'on entend souvent en disant, bah, oui, bon, enfin, ceux qui font des méta-analyses, ils produisent pas de la donnée, quoi. En gros, ils n'ont pas mouillé la chemise, ils récupèrent le boulot des autres. Et puis, voilà. Donc ça, Mhm. on l'entend classiquement, mais euh, pour avoir quand même participé à quelques revues, faire une revue systématique digne de ce nom avec des méta-analyses, c'est un vrai travail de recherche et c'est long. Et c'est pas simple, c'est un travail de recherche. Alors, on produit pas de la donnée en tant que telle, mais on produit quand même de la connaissance, hein, donc, On analyse des données. Oui, ouais. effectivement, c'est complexe. Mais écoutez, si par exemple, je me présente chez vous et puis j'écoute Bruno, je voudrais connaître, par exemple, la répartition géographique ou la distribution géographique du paludisme en Afrique. Là, Oui. j'imagine que vous allez me proposer une analyse par région géographique ou peut-être par pays. Je ne sais pas s'il y a assez de pays en Afrique. Comment vous allez aborder ça? Alors, avec une question comme celle-ci, pour moi, on est dans le domaine de l'épidémiologie descriptive pour avoir une photo de la situation en Afrique, qui est pas là non plus trop le genre d'études que j'ai l'habitude de faire. Donc, pour moi, l'enjeu sur une question comme celle-ci, c'est le plan d'échantillonnage. L'analyse statistique, elle est très simple parce qu'on peut après faire une cartographie avec des zones de couleurs selon la fréquence du paludisme. Mais tout l'enjeu, il est de comment est-ce qu'on va faire notre échantillonnage. C'est-à-dire, qui est-ce qu'on va aller interroger pour voir qu'il y a le paludisme ou pas.
Et donc, il faut qu'on fasse cet échantillonnage sur l'ensemble du territoire qu'on souhaite couvrir et que pour une zone donnée, voilà, on ne se pointe pas à l'hôpital au service des maladies infectieuses pour voir qui a le paludisme ou pas. Il faut avoir un échantillon qui soit représentatif de la population. Et moi, mon sentiment, c'est que je ne suis pas sûr que ce soit dans le domaine de la santé et même de l'épidémiologie on a les gens qui sont les plus performants pour faire de l'échantillonnage. Ceux qui savent le mieux faire ça, c'est les gens qui sont dans les instituts et qui nous abreuvent de sondages politiques là, avant chacune des élections, parce qu'ils savent vraiment bien faire ça. Nous, on sait, c'est pas trop notre cœur de métier. Et donc, quand on voit des prévalences estimées, la vraie question qu'il faut se poser, c'est comment a été constitué l'échantillon. Avec une problématique classique, beaucoup de gens pensent que plus la taille d'échantillon sera importante et plus on sera représentatif. Ce qui est complètement faux. La taille de l'échantillon n'a rien à voir avec la représentativité, à tel point que quand vous regardez les sondages politiques, je ne sais pas comment c'est au Canada, mais en France, les sondages politiques sont faits sur des échantillons de 1000 sujets, alors qu'on doit être, je ne sais plus, Étienne, mais 50 ou 55 millions de votants. Voilà. Donc, ce n'est pas la taille qui fait, c'est la façon dont on constitue notre échantillon. Et si on va avoir une cartographie comme ça, c'est comment on fait pour être représentatif. D'accord. Et le tirage au sort, après, on peut redresser des échantillons, etc. Tout ça, c'est des méthodes qui existent, mais qui, voilà, moi, ce n'est pas mon quotidien. Mon quotidien, c'est plus d'évaluer des interventions et de faire des essais. Ça, c'est vraiment plus de l'épidémiologie descriptive et je ne suis pas sûr qu'on soit super bien armé pour répondre à ce type de questions. OK, merci. Je vois dans la salle qu'on a notre ami qui vient souvent nous voir, Parassian. Parassian, est-ce que tu aurais une question, un commentaire? Non, bonsoir tout le monde. Non, moi je pense que c'est très intéressant, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Et quand vous parlez un petit peu sur Flockbuster, est-ce que maintenant quand on voit les contradictions dans la gestion du Covid, par rapport des pays, par rapport aux vaccins, est-ce que justement ce genre d'études effectivement pourrait apporter quelque chose de plus intéressant sur le plan scientifique? Ben, c'est difficile de répondre dans l'absolu parce que tout dépend de la question que l'on pose. Voilà. Ce que je peux dire quand même, c'est que moi, je ne connais pas toute la littérature sur la Covid, mais il y a eu au moins un essai en cluster que je connais où on a bon, ça s'est passé en Espagne, et on a voulu évaluer si l'administration d'ivermectine pouvait prévenir la transmission du Covid. Et en fait, dans cet essai, ce qu'on a fait, c'est que lorsque quelqu'un était diagnostiqué positif, on randomisait et tout le premier cercle de ce patient recevait soit de l'ivermectine, soit du placebo. Et on regardait qui développait une infection à Covid dans les jours ou semaines suivantes. Donc, on a utilisé, voilà, c'était un schéma d'étude qui était bien adapté pour répondre à cette question. Et il y a probablement des questions où ce schéma d'étude est adapté, mais enfin, en tout cas, moi, je ne suis pas capable de répondre dans l'absolu. Je pense qu'il y a, selon la question, il y a des situations où c'est adapté et puis d'autres, pas du tout, quoi. Je crois que c'est quand même un grand principe dans la recherche clinique, c'est que on revient à la question. Il faut partir de là, quoi. Quelle est la question, qu'elle soit bien formulée, et ensuite, il faut décliner la méthode. C'est pour ça que moi, tout à l'heure, je parlais du step wedge. Moi, j'ai déjà vu des gens qui arrivaient dans mon bureau en disant voilà, je voudrais faire un essai en step wedge, je voudrais évaluer ça. Je dis, on va déjà prendre des choses en ordre et voir la question, et si on peut éviter un step wedge, on évite, quoi. Merci. Autre question, autre commentaire? On va peut-être s'arrêter là. Oui, écoutez, on va clore. D'abord, merci beaucoup à Bruno Giraudeau de Tours de nous avoir instruits sur la randomisation en cluster. J'ai trouvé ça passionnant.
Et comme à l'habitude, ben, on va faire nos petites annonces pour les prochaines visioconférences. Donc, la prochaine visioconférence du GRISOF, ce sera jeudi prochain, le 16 février, même heure, même poste. Et là, cette fois-ci, nous aurons des cas cliniques depuis Dakar et organisés par notre bonne amie Nafissatou Touré, qui est au service de pneumologie, l'hôpital Fann de Dakar. Pour ceux qui nous suivent un petit peu plus, vous savez que nous avons une collaboration avec la FIFOG, la Fédération francophone d'obstétrique et de gynécologie, qui vous invite le mercredi 22 février à une vidéoconférence et dont le thème sera les hémorragies postpartum. Donc, vous êtes cordialement invités à cette visio-là. Et je pense que pour l'instant, ça va aller, sinon ça va aller plus tard en mars, mais on va avoir l'occasion de se reparler. Donc, sur ces quelques mots, je vous dis merci d'être là. Et comme à l'habitude, vous savez que sur la chaîne YouTube, la conférence va être téléversée sur notre chaîne YouTube. Donc, j'arrête l'enregistrement.